Bonjour tout le monde! Chapitre numéro 2, positionnement isostatique dans le cours de conception de gabarit de montage. Donc, nous allons parler du positionnement des pièces, comment placer nos pièces, comment les appuyer de façon précise dans nos montages. Donc, le cours d'aujourd'hui est vraiment plus théorique, dans le sens que les appuis de nos pièces ne pourront pas seulement que tenir en place par rapport aux appuis de positionnement. Il faut comprendre qu'en partant, le positionnement, comme on voit sur la petite figure qui est ici, va servir uniquement à positionner la pièce. Okay? Donc, il manque en fait le serrage qui serait représenté habituellement par une flèche avec un S comme ça. Okay? Donc, tout de suite en partant, il faut savoir ça. Il va manquer des choses dans ce qu'on fait, mais c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. On parlera du serrage un peu plus tard dans le cours. Donc, dans le module d'aujourd'hui, on va parler en fait, la définition de ce que c'est le positionnement isostatique. On va regarder les appuis, comment on va les représenter, qu'est-ce que c'est également les différents types d'appuis standards, donc les modèles standards qu'on va avoir sur nos pièces, dans des montages qu'on va retrouver couramment, donc des montages généraux. On va regarder certaines études de cas, dans le sens que on va avoir des pièces qui ont des formes quelconques, qui ne seront pas nécessairement des formes standards. Donc à ce moment-là, il faudra savoir comment positionner les appuis sur les pièces. Et finalement, vous allez pouvoir commencer les exercices là-dessus. OK, donc premièrement, on va définir c'est quoi un degré de liberté. Les degrés de liberté, dans le fond, c'est les directions, les types de mouvements et les directions dans lesquelles un objet peut se déplacer dans l'espace. Donc, si on prend un avion qui se déplace dans le ciel, l'avion a tous les degrés de liberté, c'est-à-dire qu'elle a 6 mouvements possibles pour son déplacement. Donc, elle a une translation en X, translation en Y, translation en Z. Et il y a aussi toutes les rotations possibles, rotation en X, rotation en Y et rotation en Z. Donc, si on additionne tous ces paramètres-là, ça va nous donner 6 degrés de liberté. Okay? Donc ça, c'est une pièce dans l'espace qui est totalement libre de mouvement. Donc, la conclusion à tout ça, pour mettre en position une pièce, ça consiste à supprimer une ou plusieurs degrés de liberté et on pourra supprimer au maximum 6 degrés de liberté dans l'espace. Donc, les normales de repérage, ou encore, moi, je les appelle les appuis. Souvent, on va les appeler comme ça aussi, nos appuis ponctuels, les appuis plans, etc. Donc, ce qu'on appelle les normales de repérage, finalement, imaginez que c'est comme des butées qui viennent supporter notre pièce. Et puis, chacune de ces butées-là va avoir seulement qu'un point de contact avec la pièce, ce qui va faire qu'on va avoir un maximum de précision. Donc, le symbole qu'on va utiliser pour les normales de repérage ou encore les appuis, c'est la flèche, comme ceci, ou le cercle. Donc, si je vois la pièce de côté, comme ici, eh bien, on va utiliser une flèche pointée sur la surface. Et remarquez que les normales sont numérotées. Si je vois la pièce de face, je vais utiliser des cercles avec un espèce de petit quadrillé à l'intérieur pour représenter que l'appui est vu de dessus. Okay? Puis je vais numéroter chacun des appuis dans l'ordre que je vais les utiliser. Donc, les types d'appuis qu'on va voir le plus souvent, okay, c'est des appuis de type plan. Lorsqu'on va combiner 3 normales de repérage sur une surface, on va appeler ça un appui plan. Donc, imaginez que j'ai à supporter, je ne sais pas moi, une feuille comme ceci. Je ne sais pas si vous la voyez. Bon. Si je prends 3 points avec mes 3 doigts, puis je viens supporter ma feuille comme ça en dessous, eh bien, elle va pouvoir être supportée de façon assez précise. Là, ma feuille est flexible, ce n'est pas un très bon exemple. Si j'avais quelque chose de plus rigide, là, j'ai rien pour l'instant, mais on peut comprendre le principe. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un appui plan. L'appui plan, il pourrait être remplacé dans la vraie vie, il peut être remplacé par une belle surface usinée. Donc, une surface qui a une belle planéité, on pourrait remplacer les 3 appuis virtuels, on pourrait les remplacer par une surface plane qui est bien usinée.
Même principe pour l'appui linéaire. L'appui linéaire, finalement, c'est 2 points d'appui qui vont venir supporter une surface. Eh bien, encore une fois, c'est représenté avec des flèches ou des points et on pourrait le remplacer par une arête. Okay? Une arête qui serait droite, un côté de pièce, là, mais vraiment mince, qui serait un peu comme une ligne, qui serait bien usinée, bien droite. Je pourrais remplacer le contact de 2 appuis par une surface bien droite, une arête droite. Et l'autre qu'on va voir le plus souvent, c'est l'appui ponctuel. Donc là, c'est vraiment juste un point d'appui sur une surface. Et à ce moment-là, on va avoir dans la vraie vie, là, sur nos machines, souvent, ça va être juste une butée. Donc une butée, c'est quoi? C'est juste soit une tige de métal sur laquelle on vient appuyer notre pièce et ça va venir bloquer son mouvement de translation dans une direction. Le tableau qu'on a ici va nous montrer quel degré de liberté est bloqué par chacun des types d'appui. Donc, si je regarde l'appui plan, on a 3 points d'appui et je vais bloquer 3 directions. C'est toujours comme ça. Donc, on va toujours bloquer le même nombre de mouvements qu'on a le nombre d'appuis. Donc, si avec mes 3 appuis, je vais bloquer une translation, donc un déplacement vertical, et je vais bloquer 2 rotations. Avec mon arête droite, je vais bloquer une translation en X et une rotation en Z. Et avec mon appui ponctuel, je vais bloquer ce qui reste. Je vais bloquer la translation en Y. Donc, si je prends ma pièce, je la mets dans ma machine et je lui mets 3 appuis en dessous, 2 appuis sur le côté et un appui ponctuel, eh bien, je vais additionner tous les degrés de liberté qui vont être bloqués, ce qui fait que je vais bloquer mes 6 degrés de liberté et ma pièce va être fixe dans l'espace. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'ai une pièce qui est dans le tour? Là, à ce moment-là, je vais avoir des types d'appuis qui sont légèrement différents. Donc, ils vont bloquer plus ou moins de degrés de liberté, tout dépendant du type de montage. Comme par exemple, le premier, c'est le pivot glissant. On pourrait le comparer à une espèce de V-bloc qui serait assez long, qui viendrait supporter ma pièce. Okay? Ou encore, on peut imaginer là, un montage dans le tour, mais qu'il y a un mandrin qui supporte la pièce qui est en longueur. Okay? C'est vraiment le diamètre extérieur du cylindre qui vient centrer la pièce dans le tour, on pourrait dire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un pivot glissant. Donc on vient bloquer certaines rotations, certaines translations, mais il va nous rester une translation et une rotation possible. Un autre mouvement aussi qu'on peut voir sur le tour aussi, encore une fois, qui ressemble plus à du centrage court, c'est ce qu'on appelle le linéaire annulaire. Donc, on vient supporter une pièce sur son contour, OK? Mais avec seulement qu'un V-bloc qui serait très court. Donc, on viendrait supporter juste à 2 points. Donc, ce type de montage-là, c'est pas vraiment un montage, c'est plus un type d'appui. Eh bien, à ce moment-là, on va avoir des choses comme ça qu'on peut retrouver dans un tour, par exemple, tout dépendant des sortes de pièces qu'on a et les types de montage. Le dernier appui qu'on voit, c'est les pivots. Donc, c'est les montages sur des cônes. À ce moment-là, on vient bloquer beaucoup de degrés de liberté. Il va nous rester seulement une rotation possible. Donc, comment on fait ça? C'est parce que, étant donné la forme du cône qu'on est ici, eh bien, on va avoir des appuis qui sont perpendiculaires aux surfaces dans 2 directions, ce qui fait que ça va créer comme un blocage virtuel, là, on pourrait dire, qui est le numéro 5 ici. Okay, donc, je viens bloquer une translation et c'est-à-dire plusieurs translations, plusieurs rotations. Il va me rester juste une rotation possible, qui est l'axe du tour, finalement. Ça va devenir plus concret par la suite. N'ayez crainte. Donc, on va regarder premièrement des modèles standards. Donc, les modèles pour le tournage. L'objectif sur le tour, c'est toujours la même chose. Ça va être de bloquer toutes les translations, les rotations, sauf la rotation en Z, qui va nous rester ici, qui va être possible. Donc, on veut que la pièce puisse tourner dans le tour. Okay? Donc, on va faire de l'usinage qui va, comme on voit dans l'exemple ici. Et il faut que la pièce soit toujours en rotation. Donc, si je bloque tous les degrés de liberté, ça ne fonctionnera pas, je ne pourrai pas tourner ma pièce.
Donc, dans l'exemple qu'on a ici, on vient utiliser un centrage qui est assez long. Donc, on vient supporter à 4 endroits. On les voit ici. 1, 2, 3, 3 et 4. Okay? Donc, ces 4 appuis-là, c'est ce qu'on appelle le centrage long. Et en plus, je me sers de la butée numéro 5, qui est représentée ici. Là. On la voyait déjà. Donc, la butée vient positionner ma pièce en translation. Et c'est toujours le même blocage qu'il va y avoir pour le centrage long. Ensuite, lorsqu'on va avoir du fraisage, par exemple, ça s'applique aussi pour le perçage, toutes les opérations de machines à commande numérique, là, donc qui font des déplacements X, Y, Z. On va avoir un blocage complet de tous les mouvements de translation et de rotation, comme on voit ici. Donc, on en a un exemple ici. On utilise un montage qui a des butées ou encore des cales rectifiées. Et puis, on a une espèce d'étau ici qui vient serrer la pièce en position. Donc, on a un appui du côté fixe, ici, qui n'est pas 3 appuis, comme on a vu tout à l'heure, mais qui fait comme 3 appuis, parce qu'on a une surface qui est très droite, qui est bien rectifiée sur l'étau. Et quand je viens appuyer ma pièce là-dessus, c'est comme si j'avais mes 3 contacts. C'est sûr que si ma pièce est tout croche, ça ne fonctionne pas. Ça prend une pièce qui est belle, qui est droite, qui a une planéité qui est quand même très bonne. Donc, on voit aussi le résultat que ça va donner sur ma pièce schématique. Donc, je vais avoir mes 6 appuis. Donc, 3 appuis pour faire un appui plan. Ici, 1, 2, 3. Je vais avoir mes 2 appuis en dessous, comme si c'était une ligne d'appui. Et j'aurai un troisième appui ici, qui est l'appui ponctuel, qui est le numéro 6. OK, on va regarder des études de cas. Vous allez en avoir, ça c'est des cas vraiment généraux. On va avoir des cas plus spécifiques. Donc le premier, on va parler du tour encore une fois. Lorsque vous allez voir du centrage court dans un tour, c'est comme si je voulais usiner une rondelle de hockey, là, donc un puck qui est vraiment court, donc une pièce qui est très très courte, mais qui a un assez grand diamètre. On va chercher à positionner la pièce en utilisant sa surface plane qu'on voit ici. Donc, cette surface plane-là, on va lui donner 3 appuis parce que c'est ma plus grande surface. Le contour de la pièce, il est quand même limité en termes de grandeur, donc je n'ai pas assez de surface pour être capable de bien appuyer la pièce puis bien la centrer. Donc, je vais m'en servir pour centrer la pièce, oui, mais pas pour l'aligner dans l'autre sens. Donc, ça, c'est le centrage court. Ensuite de ça, le centrage long. Vous allez avoir, encore une fois, tous les degrés de liberté, sauf une rotation qui est possible. Et puis là, on l'a vu tout à l'heure, donc on va avoir 4 appuis sur la surface. On les voit ici. Et on va avoir un 5e appui qui est une butée. Ça, c'est mon centrage long standard. Puis là, je viendrai avec mon outil, puis je viendrai rentrer dans ma pièce et je viendrai usiner ma surface. OK. Ici, je trouve ça intéressant quand même. Ils nous mettent des tolérances géométriques. Là. Donc, les tolérances géométriques peuvent nous donner, on va les voir plus tard dans des exemples, dans les exercices aussi. Ça va nous donner vraiment directement c'est quoi les références. Donc, par le fait même, ça va venir cibler c'est quoi les surfaces importantes. Souvent, ça vient faciliter notre travail quand on a des tolérances géométriques. OK, on a encore du tournage ici. Sauf que là, si on regarde le montage, j'ai un tournage qui est supporté par une pointe à cette extrémité-là, une autre pointe à l'autre extrémité, et ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de centrer ma pièce en longueur. Donc, je vais avoir un très bon centrage lorsque je suis entre pointes. Donc, j'ai un appui ici, le 1, le 2, donc ils sont dans deux directions opposées, à 90 degrés. Même chose pour le 3 et 4. Ils sont deux appuis coniques. Et j'ai un 5e appui ici, qui vient, en fait, qui est fait lui aussi par la conicité. Dans le fond, cet appui-là, il n'est pas vraiment là, là. Il est vraiment à l'intérieur du cône. Okay, ça se fait tout en même temps. Là. Il y a comme plusieurs appuis avec juste un cône. À l'autre extrémité, c'est la poupée mobile. Donc, si la poupée est mobile, ça veut dire que le cône peut se déplacer. Donc, ce n'est pas vraiment du positionnement en translation. C'est vraiment plus, c'est juste un positionnement de centrage.
Ici, on a un hybride entre le mandrin et la pointe. Donc, à une extrémité, on va utiliser un montage qui ressemble beaucoup à du centrage court, avec une butée, la numéro 5, qui vient positionner la pièce en translation. Et à l'autre extrémité, j'ai une pointe qui est mobile, donc qui va servir uniquement, qui va se déplacer dans ce sens-là, donc qui va pouvoir venir centrer ma pièce, la supporter en rotation, mais qui ne vient pas la positionner en translation. C'est vraiment mon appui numéro 5 qui fait la précision en translation. Donc, c'est tous des types de montages différents que vous allez pouvoir voir sur le tour. Maintenant, je vous les montre là, mais par la suite, dans le cours, c'est pas quelque chose qu'on va voir beaucoup, les pièces tournées. Pourquoi? Parce que c'est vraiment standard, dans le sens que les pièces, il n'y a pas beaucoup de montages faits sur mesure qui vont aller sur le tour. Ça va arriver, là, mais c'est quand même assez rare. Donc, ce qu'on voit plus, c'est du montage qui va aller sur les fraiseuses pour le perçage, pour le soudage, des choses comme ça. Mais pour le tournage, on en voit moins. En tout cas, là, je vous les montre au début, mais ça ne servira peut-être pas beaucoup par la suite. OK, on a l'étude de cas pour les montages de fraisage et de perçage. Donc ça, c'est ceux qu'on va voir le plus souvent dans notre cours. Donc on vous représente ici une pièce qui est juste une plaque finalement avec un trou percé. Et on va utiliser un montage précis pour venir positionner le trou percé au centre. OK, donc rapidement, on va cibler avec notre tolérance géométrique la surface F1, F2 et F3. Ce sont les trois surfaces importantes pour faire mon perçage. C'est la tolérance géométrique ici qui me le dit. Donc on va avoir la F1 qui est en dessous, la F2 sur le côté et la F3 de ce côté-là. Donc tout de suite, je vous dis que la F1 va probablement être la surface la plus précise ou je dirais la mieux positionnée, celle qui va supporter le plus d'efforts aussi. C'est aussi la plus grande surface, donc ça me permet d'avoir une meilleure précision. Donc je vais venir positionner mes trois appuis, 1, 2 et 3, sur la surface F1. Et puis on la voit sur le montage ici, c'est la surface du dessous de la pièce. Ensuite, ma surface F2 va être mon appui linéaire, donc je vais avoir mes deux appuis 4 et 5 sur cette surface-là. On les voit ici de ce côté-là qui sont, c'est vraiment appuyé sur toute la longueur de la pièce, là. Donc, on remplace les deux appuis, 4 et 5, par une surface bien usinée ici. D'ailleurs, on le voit, là, la petite rainure ici qu'il y a dans le bas. C'est ça qui va venir positionner ta pièce dans le sens de la longueur. Par la suite, on va avoir une liaison ponctuelle qui va servir uniquement à positionner la pièce dans une direction. Donc, elle vient bloquer la dernière translation qui me restait. Et puis, ça se trouve être ce petit bloc-là, là, qui se trouve être un bloc d'appui pour venir positionner ma pièce dans ce sens-là. Donc, ça correspond à la surface F3 sur ma pièce. Donc, ça va toujours être semblable. Soit qu'on va avoir un étau. L'étau, tu as la surface d'en dessous, tu as la surface de la mâchoire fixe, et tu vas avoir une butée en plus. Donc, tout ça vient créer mes trois surfaces importantes, l'appui plan, l'appui linéaire et l'appui ponctuel. Donc, ça va toujours ressembler à ça au niveau des montages de fraisage, perçage. OK, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre vos notes de cours. On va faire une démonstration ensemble, comment faire du positionnement isostatique, mais en prenant des pièces qui ont des formes quelconques. Okay, donc ici, on va avoir des pièces qui ne sont pas nécessairement carrées. Donc imaginez des pièces qui sont moulées, des pièces qui sont formées en tôle, etc. Donc des pièces qui ont des formes complexes. Comment est-ce qu'on va faire pour les positionner? Je ne peux pas les mettre dans un étau. Donc à ce moment-là, il faudra créer, concevoir un montage d'usinage qui va respecter l'isostatisme. Donc là où ça devient compliqué, c'est que c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce qui va être notre appui avec notre surface d'appui plan avec 3 points d'appui, la surface qui va avoir 2 points d'appui, puis la surface qui va avoir 1 point d'appui. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas des modèles standards, okay, qui ressemblent à ce qu'on a vu dans les exemples précédents? Donc, à la page 45, dans vos notes de cours, vous avez un exemple pour commencer. On va le faire ensemble, puis je vais vous expliquer les règles à suivre pour bien réussir le positionnement isostatique de cette pièce-là. Ensuite, les autres pièces qu'on va faire, je vais vous laisser les essayer, puis au prochain cours, on les fera ensemble, puis je vous donnerai des réponses en même temps. OK.
Première règle à suivre, très importante. Ça a l'air très simple, mais c'est souvent une des étapes qu'on manque, ce qui fait que le reste est tout mal. Donc, il faut prendre le temps de cibler c'est quoi la surface qui est usinée. Dans mon exemple, c'est la ligne qui est plus foncée ici, là, qui me donne, je l'ai mis en jaune, là, donc c'est cette surface-là qui me montre la surface qui est usinée avec probablement un N1000 en bout, là, un fraisage en bout, que je vais venir usiner dans ma pièce. Fait que c'est la première chose. Pourquoi c'est important? Parce que ça va me servir à déterminer les cotes qui sont importantes. Là, n'oubliez pas que j'ai des exercices faciles au début et j'ai ciblé les mesures sur ma pièce, uniquement des pièces où presque, il y en a d'autres comme ça ici, ce pas des mesures importantes, là, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de mesures sur mes pièces parce qu'ils sont très simples. N'oubliez pas que dans la vraie vie, vous allez avoir des pièces complexes avec un paquet de mesures. Donc, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, ça va être à vous de déterminer ça à la première étape. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire, il faut cibler qu'est-ce qui est important au début. Donc, moi, avec mes surfaces en jaune que j'ai mis ici, je suis capable de cibler que cette mesure-là va être importante, celle-là, puis celle-là. Qu'est-ce que ça va me donner de faire ça? Bien, la prochaine étape, l'étape 2, c'est que les mesures de référence qu'on a trouvées, ils vont me permettre de pointer sur les surfaces importantes à positionner. Donc, si j'ai ma mesure ici, je l'ai mis en bleu, qui part d'un côté de l'usinage, ça m'a permis de cibler cette surface-là. Okay? La surface en rouge, ici, est ciblée par la mesure en rouge, et j'ai ma mesure en vert, ici, qui me permet de cibler ma surface verte. Okay? Donc, j'ai, à cette étape-là, juste en partant de mes mesures importantes, j'ai été capable de cibler les surfaces importantes. Là, il va me rester, je sais que je vais devoir m'appuyer sur ces surfaces-là. Mais la dernière étape aussi est assez critique, c'est souvent la plus compliquée. Qu'est-ce qui va faire que je vais mettre 3 appuis sur une surface, 2 appuis sur une, puis un appui sur l'autre? Okay? Donc, c'est ça la dernière étape qu'on va faire. Puis comment on va fonctionner? Ben, il va y avoir des règles à suivre. Vous avez comme 3 règles importantes à vérifier. Premièrement, on va déterminer la précision des mesures. Les mesures les plus précises, donc supposons ici dans mes 3 mesures, là, je regarde, OK, la mesure, celle-là ici, j'ai un IT de 10 millièmes, excusez, 100 millièmes. La deuxième mesure ici, j'ai un IT de 250 millièmes. Et cette mesure-là ici, j'ai un IT de 150 millièmes. Donc, si je vais par ordre de précision, la mesure qui a le plus petit IT, c'est la plus précise, c'est elle qui devrait avoir normalement le plus d'appui. OK? Parce que c'est la mesure qui est la plus difficile à réussir. Donc, si je mets plus d'appui sur la surface, ça va me permettre d'avoir un meilleur positionnement de la pièce. Donc, ça va être plus facile d'atteindre cette précision-là. La deuxième mesure, la moins précise, va avoir le 2 appuis et la surface la moins précise devrait normalement avoir un appui. Donc ça, c'est la première règle, la précision. On regarde la précision des cotes et la cote la plus précise devrait avoir 3, la deuxième 2 et la moins précise 1. Donc, la deuxième règle à suivre, c'est la grandeur de surface. Ici, on va regarder c'est quoi l'étendue de la surface des 3 surfaces qu'on avait ciblées au début. Donc, la surface la plus grande, normalement, mériterait 3 appuis. La deuxième, 2 appuis. Et la moins grande, juste un appui. Puis, la raison pourquoi on ferait ça, c'est que, étant donné qu'on a besoin de plus de précision, euh, une surface plus grande va me permettre d'avoir des appuis qui sont meilleurs. Okay, je vais être capable de distancer plus mes appuis et ça va me donner plus de stabilité, donc plus de précision en bout de ligne. L'autre point qui serait intéressant à regarder, c'est les efforts d'usinage. Moi, je trouve que c'est le moins important dans les 3. Les efforts d'usinage, souvent, ce qu'on va faire, on va essayer de créer des appuis qui sont opposés aux efforts d'usinage. Mais c'est pas toujours évident parce que l'usinage, souvent, c'est des efforts complexes qui vont pousser dans plein de directions en même temps.
ou encore qui vont pousser dans une direction lorsqu'on usine dans un sens, puis quand l'outil revient, qui travaille dans l'autre sens, ça va forcer dans l'autre direction. Donc ça, c'est un peu moins valable comme critère de sélection pour nos choix. Mais supposons qu'on a un usinage qui est très simple, comme du perçage. On sait très bien que lorsqu'il y a du perçage, on va avoir un effort de torsion et un appui, une force axiale qui va pousser dans la pièce. Donc ça va être facile de créer des supports qui sont en opposition aux efforts de l'usinage. Donc si je prends l'exemple de ma pièce, si on imagine un N1000 qui vient tourner puis usiner de la matière dans ma pièce, eh bien, on pourrait croire que ça va faire beaucoup d'efforts de poussée axiale, c'est-à-dire radiale, dans les deux sens, en X puis en Y. Donc, moi, j'aurais tendance à mettre 3 appuis en haut, 2 appuis sur le côté. Et étant donné que dans le sens vertical, j'ai pas beaucoup d'efforts, quand la fraise rentre dans la pièce, il n'y a pas tant d'effort vertical que ça. Ça mériterait d'avoir un appui en dessous, ce qui n'est pas très logique hein, quand on regarde ça. Donc, finalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se servir de son gros bon sens. Il faut faire une synthèse de tout ce qu'on a ressorti comme ordre logique. Euh, Au début, on peut peut-être le faire au long, mais après, c'est plus une réflexion qu'on va faire. Et puis, on va arriver avec le résultat assez direct à partir, juste en regardant le dessin, là, on va être capable d'arriver à une solution pas mal tout de suite qui va être la meilleure en respectant les critères qu'on a décidés tout à l'heure. Là où ça devient un petit peu embêtant, c'est lorsque la précision est vraiment semblable sur plusieurs surfaces et lorsque les surfaces ont des grandeurs aussi qui sont assez semblables. Mais là, à ce moment-là, on peut prendre le temps de faire un peu plus les calculs de précision et les grandeurs de surface pour s'assurer que c'est vraiment dans le bon ordre. Mais si les précisions et les surfaces sont proches, euh, dans le fond, ça ne change pas grand-chose qu'on mette 3 sur une, 2 sur l'autre, etc. Donc, l'effet ou l'incidence sur la précision va être moins grand s'il n'y a pas beaucoup de différence entre les surfaces. Donc, c'est toujours une question de logique en bout de ligne. C'est vous qui prenez la décision sur les appuis. Euh, donc, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a choisi là où on va mettre les appuis, il faut de bien le représenter sur votre dessin de détail. Comme ici, là, j'ai vraiment dessiné en respectant les standards. Donc, j'ai dessiné mes 6 appuis sur chacune des vues. Lorsque je vois mes appuis de côté, je les dessine comme un triangle ou comme une flèche qui pointe sur la surface. Et je vais avoir des cercles comme ça qui représentent les points d'appui, mais dans le sens de la vue, donc perpendiculaire à la surface. Donc, ma vue de dessus, ma vue de face, j'ai mes 6 symboles numérotés et représentés de la bonne façon. Euh, donc, ça va être important. Il va y avoir des points là-dessus là, dans vos projets si vous faites une bonne représentation de votre positionnement isostatique.